Madame Simons me fait signe qu'il est l'heure et que nous pouvons commencer. Donc bonjour, bonsoir à tous d'abord. Et donc je vais entamer une série de 2 séances qui vont être consacrées à Bruxelles, celle-ci et une autre qui se déroulera la semaine prochaine, qui ont comme, je dirais, comme fil conducteur la position de Bruxelles en tant que ville internationale avec les conséquences de cette situation de ville internationale. Aujourd'hui, je vais insister sur l'articulation entre l'impact social de cette situation économique et éventuellement là, en replaçant cette articulation de l'économique et du social dans les temps longs de l'histoire bruxelloise. Et la semaine prochaine, Frédéric de Brusquès abordera un aspect spécifique, une conséquence spécifique de cette internationalisation de Bruxelles, c'est le très fort développement de son trafic aérien, avec évidemment les nuisances sonores qui sont derrière. Et Tatiana Debrou abordera un aspect un peu particulier de cette insertion de Bruxelles dans le concert des villes mondialisées, c'est le développement des artistes, qui sont un élément de la présence d'artistes dans la ville, qui est un élément évidemment de la gentrification de la ville, avec là aussi les conséquences sociales de cette gentrification. Bien, donc revenons à l'exposé d'aujourd'hui, qui va développer l'un ou l'autre aspect d'un petit livre qui est une vision globale de Bruxelles que j'ai écrit l'année passée, qui s'appelle « Bruxelles, une lecture de la ville ». Si ça vous intéresse, il y en a qui sont présentés à l'extérieur, et dans lesquels on parle aussi bien d'économie, de social, de l'histoire de la ville, des développements urbanistiques, tout ça ayant un petit peu comme dans mon exposé d'aujourd'hui, comme fil conducteur, cette articulation entre l'économique et le social. Alors, partons d'une tentative de présentation de la situation économique de Bruxelles. Bon, d'abord, Bruxelles est une ville qui, au point de vue économique, va bien. Si on regarde les évolutions, par exemple, de son niveau de produit intérieur brut, c'est une évolution qui est tout à fait dans la moyenne nationale aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a 25 ans. Il y a 25 ans, on avait dans les grandes villes, et en particulier à Bruxelles, une croissance qui était nettement plus faible que la croissance moyenne de l'économie. Aujourd'hui, elle est dans la moyenne, voire légèrement supérieure, et encore plus supérieure d'ailleurs si on ajoute à Bruxelles le reste de l'aire métropolitaine, donc la périphérie, située en dehors de la région de Bruxelles-Capitale. Cette situation est d'ailleurs partagée par la plupart des grandes villes européennes depuis, disons, une quinzaine ou une vingtaine d'années. Leurs taux de croissance économique sont en général bons et supérieurs au taux de croissance des économies nationales dans lesquelles ces grandes villes sont insérées. Et ça s'inscrit dans un phénomène que l'on a parfois qualifié de remétropolisation, et qui va de pair évidemment avec la globalisation de l'économie mondiale. Globalisation de l'économie mondiale, ça veut dire un recentrage des nœuds des réseaux de direction sur les plus grandes villes qui ont des croissances très fortes et qui vont de pair d'ailleurs avec une tertiarisation très marquée de ces villes qui, en général, pas toutes, mais la plupart d'entre elles ont perdu la base industrielle qui avait fait la base de leur développement économique dans le temps. Il ne faut pas oublier que Bruxelles, par exemple, jusqu'à la fin des années 60 du siècle dernier, était de loin la plus grande ville industrielle de Belgique, alors qu'aujourd'hui, l'industrie, on va le voir, est devenue quelque chose de résiduel pratiquement dans l'économie bruxelloise. Bien, alors,
si on regarde la carte qui est ici, ben, vous voyez la position de Bruxelles dans la hiérarchie des villes internationalisées et en Europe. Et vous voyez qu'après le premier niveau qui est hors concours, qui est celui de Londres et de Paris, vous avez un deuxième niveau où vous avez Amsterdam, Bruxelles qui vient presque au même niveau qu'Amsterdam. Il y a un fifrelin de différence qui fait qu'on n'est pas dans la même couleur, mais on joue dans un mouchoir de poche. Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Madrid, qui sont vraiment les villes de deuxième niveau supérieur en termes de fonctions liées à l'économie mondialisée en Europe. Alors, ceci étant, si Bruxelles est une ville qui est fort insérée dans l'économie mondialisée, elle l'est de manière déséquilibrée. C'est une ville mondiale, mais c'est une ville mondiale partielle. Et le tableau qui est ici vous le montre. Vous avez ici, dans la première colonne, le classement, disons, des villes européennes en fonction de la localisation des sièges sociaux des grandes entreprises. On a pris les 500 premières entreprises mondiales et on regarde où leur siège social est localisé, en les pondérant évidemment par soit leur chiffre d'affaires, soit leur valeur ajoutée. Et vous voyez que dans ce classement-là, on a de nouveau Paris-Londres évidemment, hors concours, je dirais, en Europe. Et puis, on a une liste dans laquelle Bruxelles vient en queue de peloton. Donc, il y a peu de sièges sociaux de grandes entreprises à Bruxelles. Et ça, c'est lié au fait que depuis une cinquantaine, soixantaine d'années, le grand capitalisme belge s'est en fait désengagé de l'industrie belge. Il s'est financiarisé et il a été s'investir dans des placements à Paris, à Amsterdam, mais le grand capitalisme industriel qui avait fait la réussite de l'économie belge au XIXe siècle et au début du XXe siècle s'est fondu dans une économie financière internationalisée. En revanche, si je vais prendre l'autre colonne, qui est l'importance politique, là, Bruxelles se retrouve en tête en Europe, au même niveau, voire au-dessus du niveau de Paris et de Londres. Et entre les deux, vous avez la colonne qui est ici, où on a la place de ces villes dans les réseaux de services avancés. Les services avancés, ce sont les services internationaux qui ont des liens à travers toute une série de filiales à travers le monde. Des services de droit, des services de marketing, des services de comptabilité, des services de publicité, etc. Donc, ce sont les services qui structurent les réseaux de l'économie mondialisée. Et là, vous voyez que la position de Bruxelles est intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il n'y a sans doute pas de grands sièges sociaux à Bruxelles, mais il y a les institutions européennes. Et donc, les firmes de services avancés ont besoin d'avoir un bureau important à Bruxelles pour faire l'interface entre le monde économique et le monde politique. Et donc Bruxelles, de ce point de vue-là, a une position qui est similaire à celle de Washington aux États-Unis. Il y a très peu de sièges sociaux de grandes firmes américaines à Washington, mais évidemment Washington est numéro 1 en termes politiques et toutes les firmes ont des bureaux de liaison entre le monde économique et le monde politique, y compris des bureaux de lobbying, évidemment, et Bruxelles vaut Washington de ce point de vue-là en termes de présence de lobbyistes en tout genre qui gravitent autour des institutions européennes. Donc, alors, cette position forte dans les réseaux de services et dans l'importance politique fait que Bruxelles est très bien classée en termes de capitaux humains et d'échange d'informations, ce qui est évidemment un élément extrêmement important. Cet échange d'informations qui est
au contact entre le monde économique aussi et le monde politique. En revanche, vous voyez que Bruxelles n'est pas bien placée en termes de recherche-développement. C'est un tout petit peu mieux si on y ajoute la périphérie à cause du développement de la recherche-développement en pharmacie dans le Brabant wallon, mais malgré tout, Bruxelles n'a pas une forte position en recherche-développement. Alors pourquoi? Parce que justement, la recherche-développement, c'est un des éléments les plus stratégiques dans le fonctionnement d'une entreprise. Et ce qui est stratégique est évidemment secret et doit être préservé, et donc doit être très près du siège social. Alors, parmi tous les types d'activités à l'intérieur d'une firme, c'est la recherche-développement qui est toujours le plus proche du siège social. Or, comme il y a peu de sièges sociaux à Bruxelles, il y a aussi évidemment peu de recherche-développement à Bruxelles. Il y a une recherche universitaire qui est importante, surtout si on y ajoute encore Louvain-la-Neuve et Louvain, si on prend une grande région métropolitaine bruxelloise. La recherche est importante, mais la transformation de cette recherche en recherche-développement est relativement limitée par rapport à ce qu'on peut trouver, par exemple, en région Île-de-France ou en région londonienne ou dans les grandes villes allemandes. Parce que les grandes villes allemandes, elles ont conservé une base de commandement industriel extrêmement importante, que ce soit Stuttgart, que ce soit Munich, que ce soit Francfort ou Düsseldorf. Ce sont des villes qui ont gardé des implantations de capitalisme industriel dont le siège est sur place, à la différence de ce qui se passe en Belgique. Bien, donc une ville mondiale un petit peu, je ne veux pas dire boiteuse, mais qui marche un petit peu sur un pied. Un pied politique, si vous voulez, qui est plus consistant que le pied économique, mais par contre, une très forte imbrication dans les réseaux mondiaux. Alors, ça se répercute dans la structure de l'activité économique bruxelloise. Vous voyez, comme je vous le disais, que l'industrie, même quand on y ajoute de la para-industrie, la gestion des fluides, la gestion des déchets, etc., l'industrie ne représente plus que 11% du PIB bruxellois, ce qui est très faible à l'aune des grandes villes européennes. Il y a juste Londres, Paris et Amsterdam qui font moins, sans compter Rome, mais Rome est une ville où il n'y aurait rien s'il n'y avait pas l'administration italienne. Mais en revanche, vous voyez que les grandes villes allemandes, Francfort, Düsseldorf, Munich, ou l'Italie du Nord, Milan, ce sont des villes où vous avez plus de 15, voire pratiquement 25% du produit intérieur qui provient encore de l'industrie. Alors qu'à Bruxelles, on est à 11%. Et si on ajoute à Bruxelles la périphérie, ça augmente d'un fifrelin le pourcentage, mais on reste vraiment dans les villes les plus désindustrialisées. Et ce qui caractérise avant tout l'économie bruxelloise, ce sont les services financiers, les services aux entreprises, l'immobilier, plus l'administration à la fois nationale et internationale. Et il ne faut pas oublier que le produit intérieur bruxellois est toujours sous-estimé parce que l'activité des ambassades et l'activité des institutions européennes ou de l'OTAN ne sont pas comptabilisées dans le produit intérieur belge, mais ça représente quelque chose comme 12 à 13% de la valeur du produit intérieur fabriqué à Bruxelles. Donc vous pouvez augmenter encore le produit intérieur bruxellois de 12 à 13% par rapport à ce que disent les statistiques pour tenir compte de ces activités internationales. Et vous voyez que par rapport à un niveau parisien qui est fixé à 100 comme référence, vous voyez qu'en termes de sièges sociaux, on est à 9% du niveau parisien seulement à Bruxelles. En revanche, en termes de présence des services avancés, on est à 80% du niveau parisien à Bruxelles. Et Bruxelles, de ce point de vue-là, est la seule ville belge qui compte. C'est la seule ville
en Belgique qui a une insertion internationale significative. Si vous avez ici les différentes villes belges, si on calcule l'insertion de Bruxelles dans les réseaux internationaux, des firmes bruxelloises dans les réseaux internationaux, en fixant à 1 le niveau bruxellois, vous voyez qu'en Anvers, on est à peu près à 30% du niveau bruxellois. Selon qu'on comptabilise Zaventem comme séparément ou pas, ça change un petit peu, mais en fait, les firmes considèrent que Zaventem, c'est Bruxelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement aucune firme qui aurait un siège à la fois à Zaventem et à Bruxelles. Elles sont ou bien à Zaventem ou bien à Bruxelles, généralement en fonction de leur secteur d'activité. Firmes de logistique, etc., de services informatiques ont souvent plus tendance à être du côté de Zaventem. Tout ce qui est banque, assurance a plus tendance à être à Bruxelles, mais il n'y a jamais des doublements. Donc ça veut dire que pour les firmes, c'est la même ville. Et puis vous voyez, Gand, les villes wallonnes, Liège, Charleroi, qui sont à des niveaux tout à fait négligeables, de l'ordre de 10% au moins du niveau bruxellois. Donc, il n'y a qu'une ville internationale, clairement, en Belgique, c'est Bruxelles, avec un petit accès-site pour Anvers, mais seulement dans des services très spécifiques. Les services de drainage, des services liés au transport maritime ou à la logistique, mais ça reste limité à ces secteurs-là. Alors donc, on est au cœur du commandement de l'industrie belge, de l'insertion internationale et de l'industrie belge. J'ai ici fait un petit tableau avec la répartition de la structure de la valeur ajoutée à Bruxelles par rapport à d'autres villes. Ce qu'il faut remarquer, c'est le fait la position tout à fait exceptionnelle des services financiers dans l'économie bruxelloise par rapport aux autres villes. Vous voyez que à Bruxelles, 19% de la valeur ajoutée vient des services financiers. Par comparaison, à Anvers, on est à 6%, à Gand à 4%, à Liège à 5%, à Charleroi à 4%, et pour le reste du pays, on est aux alentours de 3%. Donc, une spécificité financière, et puis aussi une spécificité dans les services d'information et de communication. 8%, plus de 8% de la valeur ajoutée bruxelloise, alors que dans les autres grandes villes belges, on est à 3-4% de la valeur ajoutée locale. Et en revanche, mais je l'ai déjà dit, la faiblesse du secteur industriel. Bon, donc, commandement de l'économie belge, je dirais presque pratiquement le seul lieu de commandement majeur de l'économie belge, de la même manière que j'ai dit que c'était le seul lieu d'insertion de l'économie belge dans l'économie internationale. Alors, si on prend les grandes firmes implantées en Belgique, les 600 plus grandes firmes à peu près implantées en Belgique, eh bien, vous voyez que sur l'ensemble de l'économie, 51% ont leur siège à Bruxelles et c'est 60% quand on y ajoute la périphérie. Si on prend les firmes industrielles, c'est vrai que c'est un petit peu moins, on est à 37%. En revanche, si on prend les services financiers, 92% des firmes belges sont implantées à Bruxelles et dans les services non financiers, les services de l'information, on est à 77%, voire 85% implantés à Bruxelles si j'y ajoute l'aire métropolitaine, c'est-à-dire essentiellement la zone autour de Zaventem. Et vous voyez que, à part Anvers, qui fait plus ou moins bonne figure en matière industrielle, 31% des firmes industrielles belges qui ont leur siège à Anvers, mais qui n'est pas présent significativement dans les autres secteurs. Les autres grandes villes belges, Gand, Liège et Charleroi, font de la figuration. Vous êtes à 1 ou 2% de ces grandes firmes belges qui ont leur siège à Liège, à Gand ou à Charleroi. Donc, Bruxelles, c'est le moteur,
c'est le centre nerveux à la fois de l'industrie, de l'économie belge et de l'insertion de cette économie belge dans le contexte mondial. Ce qui fait évidemment, ce qui nous amène déjà à voir que cette ville est un petit peu indispensable au reste de la Belgique, même si elle peut être mal aimée par ailleurs par le reste de la Belgique. Et c'est un peu la position complexe de Bruxelles dans le cadre politique belge qui est là derrière. Alors, je vous disais que l'économie bruxelloise va bien, sauf que elle va bien, sauf qu'elle ne crée pas beaucoup d'emplois. C'est-à-dire que c'est une croissance économique, ce n'est pas une croissance de l'emploi. Et pourquoi? J'ai ici un tableau, j'ai calculé pour une période de 6-7 ans la croissance annuelle moyenne de la valeur ajoutée, donc la production économique, et ici la croissance de l'emploi. Puis j'ai fait le rapport de l'un à l'autre. Donc, ce rapport me permet de dire, donc si les deux taux étaient de 1%, par exemple, ça veut dire que quand on croît de 1% de l'économie, on fait 1% de croissance de l'emploi. Ça voudrait dire que c'est une croissance sans croissance de productivité, d'ailleurs, puisqu'il n'y aurait pas de croissance plus rapide de la production que celle de l'emploi. Eh bien, à Bruxelles, le rapport entre la croissance de la valeur ajoutée et la croissance de l'emploi est de loin le plus élevé que vous trouvez n'importe où ailleurs en Belgique. 1,8. Donc ça veut dire que la valeur ajoutée croît 80% plus vite, si vous voulez, à Bruxelles que l'emploi. Alors que vous voyez que dans les autres villes, vous avez des croissances beaucoup plus faibles, enfin des rapports beaucoup plus faibles. Donc, la prospérité économique bruxelloise, c'est une prospérité peu créatrice d'emplois. Pourquoi? Parce que les seules activités qui recherchent Bruxelles, qui doivent s'installer à Bruxelles, sont les activités de direction, des activités très fortes utilisatrices de main-d'œuvre très qualifiée, à forte productivité, alors que les activités à basse productivité, elles ne s'installent pas à Bruxelles parce que c'est encombré, parce que le prix de l'immobilier de bureau est très élevé et qu'il n'y a aucune raison de se mettre à Bruxelles si on peut le faire ailleurs. Mais les activités de direction, qui impliquent beaucoup de contacts, beaucoup de proximité, beaucoup d'images de marque, si vous voulez, elles doivent, s'implanter à Bruxelles absolument. Et donc, les firmes ont tendance à ne mettre à Bruxelles que ce qui doit absolument y être, c'est-à-dire des activités fortement productrices de valeur ajoutée, qui emploient du personnel très qualifié. Et vous voyez déjà poindre, évidemment, un premier problème qui va sous-tendre la suite de l'exposé, c'est que ce type d'emploi-là, ce n'est pas à Bruxelles qu'il habite. Et donc, cette croissance est une croissance qui va faire appel à de la main-d'œuvre de NAFTER et qui va laisser sous le carreau la population bruxelloise peu qualifiée qui est particulièrement nombreuse. On verra pourquoi, en particulier dans le cadre de la croissance démographique très rapide que Bruxelles connaît actuellement. Donc, une croissance qui est inadaptée à la structure sociale de la ville dans laquelle elle se produit et qui ne résout pas les problèmes de chômage. Maintenant, avant d'aller plus loin, je vais revenir sur ces rapports avec le social. Avant d'aller plus loin, quand on parle de Bruxelles, de quoi parle-t-on? Alors, jusqu'à présent, j'ai parlé de Bruxelles-Capitale, sauf quelques petites allusions à la périphérie. Et jusqu'à présent, ça n'avait pas beaucoup d'importance de ne parler que de Bruxelles-Capitale, parce que je parlais des fonctions de direction, et à l'exception de quelques-unes qui sont du côté de Zaventem, toutes ces fonctions de direction sont dans des localisations très centrales, donc elles sont dans la région de Bruxelles-Capitale. Mais Bruxelles, c'est bien plus que ça. La région de Bruxelles-Capitale, ça fait quelque chose comme 1 200 000 habitants
actuellement, un peu moins, ou un peu plus, on n'en sait rien, parce qu'il y a évidemment toute une population qui est mal recensée ou non recensée. Mais l'aire métropolitaine morphologique, donc le bâti plus ou moins continu, en ce compris les grands parcs, voire la forêt de Soignes, c'est évidemment bien plus que les 19 communes. Hein, ça couvre toute la zone qui est en rouge ici, c'est-à-dire au moins une couronne de communes flamandes autour de Bruxelles, voire quelques communes du nord du Brabant wallon, Tubize, Braine-l'Alleud, Waterloo, La Hulpe, Rixensart, Wavre et Ottigny-Louvain-la-Neuve. Ça, c'est l'aire morphologique. Et quand on y ajoute le bassin d'emploi, c'est-à-dire la zone contiguë autour de Bruxelles, où au moins 10 à 15% des actifs locaux viennent tous les jours travailler à Bruxelles, on arrive à toute la zone qui est là, qui fait à peu près 2,8 millions, 2 900 000 habitants, c'est-à-dire l'aire morphologique, plus tout le Brabant flamand, en tout cas l'arrondissement de Alville-Vorde, pas l'arrondissement de Louvain, parce que Louvain est son propre pôle d'emploi, la vallée de la Dendre et tout le Brabant wallon, avec même des petits débordements sur les provinces de Namur ou de Liège, et le nord-est du Hainaut. Alors, dans cette aire, dans ce bassin d'emploi, dans cette aire de périurbanisation, vous voyez qu'il y a deux types de couleurs. Il y a le jaune et il y a l'orange. Les zones périurbaines en orange, je dirais que c'est le véritable périurbain, c'est-à-dire c'est une périurbanisation par expansion au départ de Bruxelles. Bon, il y a aussi des gens qui se sont rapprochés de Bruxelles et se sont installés là, mais c'est une périurbanisation de lotissement, disons, pour qu'on voit à quoi ça représente. C'est une périurbanisation de gens qui soit ont quitté Bruxelles, soit éventuellement s'en sont rapprochés. Et vous voyez qu'elle est essentiellement du côté francophone. En revanche, en jaune, vous avez, surtout du côté flamand, et surtout vers l'ouest, vous avez des communes qui ont été intégrées dans le bassin d'emploi bruxellois de manière endogène. C'est-à-dire, c'est des communes qui étaient des communes rurales ou semi-rurales, avec une population locale d'origine, qui progressivement s'est mis à migrer quotidiennement pour aller travailler à Bruxelles. Et par exemple, dans la vallée de la Dendre, à la suite du déclin d'industrie textile, vous avez eu toute une population qui s'est mise à se déplacer pour aller travailler à Bruxelles et qui occupe pour une part importante des fonctions dans le travail de bureau de niveau intermédiaire. Petits employés, etc. Donc, ce n'est pas du périurbain d'expansion urbaine, c'est du périurbain, si vous voulez, local, endogène. Bon, et donc toute cette zone-là, c'est l'aire métropolitaine bruxelloise, ce qui fait à peu près, donc, comme je vous le disais, quelque chose comme 2 800 000 habitants, voire 2 900 000. Alors, entre Bruxelles-Capitale, dont on peut dire que ce n'est pas toute la région urbaine, mais c'est quand même quelque chose qui existe, parce que politiquement, ça existe, et le reste de l'aire métropolitaine, on assiste à un phénomène de dualisation sociale qui va en s'accentuant, et auquel va se superposer, on le verra après, un deuxième phénomène de dualisation sociale qui est intérieur, cette fois-ci interne, à la région de Bruxelles-Capitale. Donc, une double dualisation sociale, et les deux vont plutôt en s'accentuant. Alors, entre Bruxelles et sa périphérie, vous le voyez ici, vous avez un graphique depuis 1965 environ jusqu'à aujourd'hui. Vous avez le niveau 100, qui est le niveau moyen du revenu par habitant belge. Et vous voyez qu'en 1965, le revenu par habitant des Bruxellois était à peu près 50% supérieur au revenu moyen des Belges. Et puis, on passe à 100% dans les années 80, et aujourd'hui, on se retrouve à 20% en dessous du revenu moyen des Belges.
avec un revenu moyen par habitant qui est maintenant le plus bas des 3 régions du pays, inférieur à celui de la Wallonie. Et c'est vrai pour les communes pauvres de Bruxelles, mais c'est aussi vrai pour les communes riches de Bruxelles. Le trait vert, ce sont les communes pauvres de première couronne, Saint-Josse, Saint-Gilles, Molenbeek. Et là, vous voyez qu'on était 10% au-dessus de la moyenne belge en 1965 et on se retrouve pratiquement à 50% en dessous de la moyenne belge aujourd'hui. Et les communes riches suivent le même chemin. La ligne jaune, ce sont les 2 Woluwe, c'est Ouderghem, Watermal-Boisfort et Uccle. Et vous voyez qu'on était au double du revenu moyen belge en 1965. On se retrouve aujourd'hui à peu près à 10% au-dessus du revenu moyen belge. En revanche, la ligne rouge, qui reste plus ou moins stable entre 15 et 20% au-dessus du revenu moyen belge, c'est la périphérie. Et vous voyez qu'on a clairement, en 1965, on avait encore une ville riche et une périphérie qui était encore largement rurale, qui était plus pauvre. Aujourd'hui, on a une périphérie riche et une ville pauvre qui est au cœur de la région urbaine. Et de ce point de vue-là, la structure bruxelloise est une structure qui se rapproche un petit peu de celle des villes anglo-saxonnes, c'est-à-dire, ou des villes américaines, c'est-à-dire avec les pauvres centres et les riches en périphérie. Pas partout comme ça. Si on prend Paris, on a, pour une part en tout cas, une structure qui est plutôt inverse, avec les riches au centre et les pauvres en périphérie, pour une part en tout cas. Alors, ce phénomène a évidemment des impacts considérables en termes de base fiscale. Et il ne faut pas oublier qu'on est en Belgique dans un système fédéral où les revenus des régions, le budget des régions, dépend pour une large part de la richesse des personnes qui habitent dans la région. Pas qui travaillent dans la région, mais qui y habitent. Il vaut mieux dans le système belge avoir beaucoup d'habitants riches et pas d'activité économique que beaucoup d'activités économiques et pas d'habitants riches. Or, on produit aujourd'hui à Bruxelles 20% du produit intérieur belge et on bénéficie à Bruxelles de 8,5% des revenus fiscaux belges. Alors, il y a de petits transferts du fédéral, il y a le fonds Belliris, etc. Mais ce sont peu de choses, finalement, par rapport à ce déficit. Il y a 11,5% du produit intérieur belge qui est fabriqué à Bruxelles et qui, en réalité, profite essentiellement ou est redistribué essentiellement vers les 2 autres régions. Ce qui fait évidemment qu'aucune des 2 autres régions, ni la Flandre ni la Wallonie, n'ont le moindre intérêt à changer le système. Pas plus la Wallonie que la Flandre. C'est une situation qui est tout à fait différente, par exemple, de celle de l'Allemagne. En Allemagne, vous avez aussi des villes-États comme Berlin ou Hambourg ou Brême, mais le gouvernement fédéral en Allemagne attribue à ces villes une espèce de surplus fictif de population dans la répartition des ressources qui viennent du fédéral pour tenir compte de leur statut et du fait qu'elles payent des infrastructures qui profitent à des gens qui viennent tous les jours travailler dans ces villes mais qui n'y résident pas. À Berlin, il y a un surplus fictif de 35% de population qui est attribué à Berlin dans la clé de répartition des crédits fédéraux à Berlin. Bon, à Bruxelles, pas. Si Bruxelles était indépendant, je ne dis pas que ça résoudrait les problèmes parce qu'il y en aurait plein d'autres, mais si Bruxelles était indépendant, on devrait appliquer les règles européennes. Or, les règles européennes disent qu'on paye ses impôts dans le pays où on travaille et pas dans le pays où on habite. Alors qu'à l'intérieur de la Belgique, on paye ses impôts là où on habite et pas là où on travaille. Bon. Alors, cette dualisation de Bruxelles, je parle maintenant de Bruxelles 19 communes, enfin la région de Bruxelles-Capitale, vous la voyez aussi dans ce graphique qui est ici. Alors, vous avez un graphique où vous avez
les différents types de diplômes, hein, depuis les gens qui n'ont pas de diplôme jusqu'à ceux qui ont un doctorat. Et puis en jaune, c'est ceux qui travaillent dans la fonction publique européenne. Et vous avez un pourcentage qui est le pourcentage des gens qui ont ce niveau-là de diplôme, qui travaillent à Bruxelles et qui y habitent. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que chez les pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont un faible diplôme, parce qu'il y a une très bonne corrélation, évidemment, entre le niveau de diplôme et les revenus. On a les niveaux de diplôme, on n'a pas les revenus individuellement, c'est pour ça que j'ai pris les niveaux de diplôme, mais ça reviendrait au même. Chez les pauvres, vous avez 50 à 60% de ceux qui travaillent à Bruxelles, qui habitent à Bruxelles. C'est bien, sauf qu'ils ne payent pas beaucoup d'impôts. Et puis, vous avez chez les riches entre 40 et 45% de ceux qui travaillent à Bruxelles qui y habitent. Alors, ceux-là payent plus d'impôts, mais ils sont proportionnellement moins nombreux. Et la grosse masse, c'est-à-dire ceux avec un diplôme de secondaire supérieur ou de supérieur d'universitaire qui sont ici, ceux-là ne sont qu'environ 30% parmi ceux qui travaillent à Bruxelles à y habiter. Et ceux-là représentent évidemment ces classes moyennes rêvées dont on espère que leur masse pourrait représenter une base fiscale satisfaisante. Il y a aussi les très riches là, enfin très riches, les bien nantis en tout cas, qui habitent beaucoup Bruxelles, mais ça ce sont des fonctionnaires européens. Alors eux vont vous répondre qu'ils payent des impôts, mais comme ils les payent à leur employeur, l'Union européenne, ça ne fait pas l'affaire évidemment de la région de Bruxelles-Capitale. Donc, vous avez une ville, évidemment, dont la base fiscale est boiteuse. Et si cette courbe en U existe, c'est pourquoi? C'est parce que ces populations-là, elles sont cantonnées, je ne veux pas dire dans des ghettos, mais en tout cas dans des quartiers où il y a un logement locatif résiduel bon marché dont elles sont captives. Et puis ceux-là, s'ils veulent réaliser leur désir immobilier, si vous voulez, hein, leur rêve d'une maison avec un jardin, une balançoire pour mettre leurs 2 enfants, ils doivent aller le faire loin de Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, c'est trop cher. Et les seuls qui peuvent le faire à Bruxelles, c'est ceux qui ont des revenus très élevés, hein, parce que ceux-là peuvent éventuellement s'acheter la maison avec la balançoire et le jardin au Fort Jacot, hein, mais ils sont évidemment pas très nombreux. Bon, donc vous avez derrière ce graphique-là le départ des classes moyennes hors de Bruxelles, hein, dont on va voir tantôt que malgré tout ce qu'on observe comme forte croissance de la population bruxelloise depuis une vingtaine d'années, ce mouvement continue à peu près au même rythme qu'avant. Alors, cette dualisation qu'on a vue de manière globale dans le graphique précédent, elle est évidemment une spatialité. Hein, elle a une géographie, et la géographie, vous la voyez là. Hein, vous avez les revenus faibles qui sont surtout dans le premier croissant occidental, disons, autour du centre et dans le centre, ou en tout cas dans de larges portions du centre, c'est-à-dire dans les quartiers ouvriers du XIXe siècle, qui ne sont plus véritablement aujourd'hui des quartiers ouvriers classiques, parce qu'il n'y a plus de classe ouvrière, ou il n'y a plus beaucoup de classes ouvrières bruxelloises classiques, mais ce sont des logements ouvriers qui ont été récupérés justement parce qu'ils étaient meilleur marché par les populations, souvent d'origine immigrée, qui les ont remplacés. Hein, il n'y a donc pas une continuité dans les personnes, mais il y a une continuité dans les quartiers défavorisés. Et puis vous avez les quartiers les plus aisés en seconde couronne orientale ou sud-orientale, hein, avec la forêt de Soignes ici,
hein, et en seconde couronne occidentale, mais elle est moins développée, des quartiers un petit peu intermédiaires, hein, des quartiers de classe moyenne, dont on voit d'ailleurs qu'ils sont de plus en plus développés par des migrations, des populations de quartiers pauvres qui ont réussi, hein, et qui franchissent le canal, le chemin de fer de ceinture ici, hein, pour aller chercher un logement qui correspond mieux à leur niveau de progression sociale à l'ouest. Ils ne vont jamais le faire à l'est, parce qu'à l'est, c'est trop cher, et puis il y a des barrières psychologiques, mais surtout c'est trop cher. Éventuellement, s'ils ne le font pas vers la seconde couronne occidentale, ils le feront éventuellement vers des communes hors de Bruxelles, mais généralement des communes hors de Bruxelles dans l'ancien axe industriel, qui est évidemment moins cher lui aussi que les communes plus résidentielles à l'extérieur de Bruxelles, vers l'est et vers le sud-est par exemple. On en parlera tantôt. Voilà, alors cette opposition est-ouest dans Bruxelles, ou centre-ouest-est si vous voulez, hein, entre les pauvres plutôt à l'ouest et les riches plutôt à l'est, c'est une opposition qui est très ancienne. C'est une opposition qui s'inscrit dans la topographie bruxelloise pratiquement, je dirais, depuis le Xe, XIe siècle, depuis l'origine de la ville. Vous avez ici le plus ancien plan connu de Bruxelles, qui est le plan de Deventer de 1555. Vous avez en brun les zones alluviales inondables du fond de la vallée de la Seine. Hein, vous voyez la Seine qui circule dans la ville et puis qui sort. On a, puisqu'on est en 1555, on devrait déjà avoir le canal. Oui, il est là, puisque c'est 1555-56, le canal. Et puis vous avez le blanc qui marque la limite du versant de rive droite de la Seine. Alors, vous avez le tracé de la première enceinte, hein, celle du XIIe siècle, début XIIIe, et le tracé de l'enceinte du XIVe siècle, donc les boulevards de ceinture actuels. Alors, en fait, dès l'origine, Bruxelles, comme beaucoup de villes d'Europe du Nord-Ouest, voire du nord de l'Italie, est une ville marchande et artisanale, dans laquelle on voit une séparation non seulement juridique, mais aussi topographique des pouvoirs, des lieux de pouvoir, qui marque l'individualisation très précoce de la bourgeoisie par rapport au pouvoir seigneurial et par rapport à l'Église. C'est une individualisation qui est vraiment aux origines de la civilisation européenne. C'est quelque chose qui n'existait pas en Chine, par exemple. En Chine, vous aviez des marchands, mais les marchands étaient sous le contrôle, où qu'ils aillent, de l'empereur et des fonctionnaires de l'empereur. Et ça se traduisait d'ailleurs dans le plan des villes chinoises, qui est un plan carré, avec le château impérial ou le château du gouverneur de province au centre et des murs en carré qui faisaient, j'allais dire concentriques, mais ce sont des carrés, donc le mot concentrique est pas tout autour. Bon, dans le paysage urbain chinois, il y a la marque d'un contrôle politique permanent. Et quand le marchand se déplaçait sur 500 km, il restait sous le contrôle des fonctionnaires de l'empereur. Et il avait intérêt à ne pas le montrer trop fort qu'il était très riche, parce qu'il devenait dangereux pour le pouvoir et on le lui faisait savoir en lui coupant la tête éventuellement. Alors qu'en Europe, dans l'éclatement féodal, dans l'émiettement féodal, quand on se déplace de 20 km, on est chez un autre seigneur. Et ces seigneurs vont jouer leur influence l'un contre l'autre pour essayer de fixer des marchands près de chez eux. Hein. Et puis, il y a l'Église aussi, qui est un pouvoir qui a des ambitions politiques. On va faire des alliances, on va jouer l'un contre l'autre. C'est extrêmement complexe. Et donc, dans cette complexité, la bourgeoisie européenne va pouvoir s'individualiser.
Et donc, non seulement devenir riche, mais aussi avoir des ambitions politiques, réaliser des ambitions politiques. Par la suite, il va y avoir renforcement des pouvoirs royaux à partir de la Renaissance, mais là aussi, la bourgeoisie va jouer un jeu avec ce pouvoir royal pour se renforcer et à obtenir des privilèges en échange de quoi elle le finance. Le renforcement du pouvoir royal grâce à l'appui financier de la bourgeoisie peut aussi permettre au roi de s'opposer à la féodalité. Donc il y a un jeu politique qui est possible et qui va finalement aboutir à la fin du XVIIe siècle en Angleterre et à la fin du XVIIIe siècle en Europe continentale, à l'affirmation de ce pouvoir bourgeois à travers le système parlementaire, la fin des États absolutistes. Ben, tout ça est présent dans la topographie bruxelloise depuis le Moyen-Âge. Vous avez 3 lieux de pouvoir à Bruxelles. Vous avez la Grand Place. Alors la Grand Place, c'est le pouvoir bourgeois par excellence, hein, c'est l'hôtel de ville, c'est le grand marché. Il n'y a pas d'église sur la Grand Place. Ce n'est que le pouvoir bourgeois. Et la seule église qui est tout près, c'est l'église Saint-Nicolas. Mais l'église Saint-Nicolas, c'est l'église des marchands. Saint-Nicolas, le patron des marchands. Hein? Et d'ailleurs, jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait un beffroi à côté de l'église Saint-Nicolas. Mais il y avait 2 sonneurs au beffroi. Il y en avait un de l'église qui sonnait pour annoncer la messe. Et il y en avait un autre de la ville qui sonnait pour annoncer le temps civil, dire quand on commençait à travailler, quand on finissait de travailler, etc. Ce qui montre bien que ce n'était pas vraiment l'église de l'église. Hein? C'était l'église de la bourgeoisie marchande. Et puis vous avez un deuxième lieu de pouvoir qui est au Coudenberg, qui est le château seigneurial, le château du duc de Brabant, enfin, et qui va devenir évidemment le château de celui qui exercera par la suite la fonction de duc de Brabant, donc les ducs de Bourgogne, les Habsbourg par la suite. Et puis vous avez un troisième lieu de pouvoir qui est l'église mère, qui est Sainte-Gudule. Ça, c'est vraiment l'église de l'église. Avec aussi des conflits d'ailleurs à l'intérieur de l'église, entre Sainte-Gudule et la chapelle, parce que la chapelle est en dehors de la première enceinte. C'est l'église des ouvriers et des artisans qui étaient restés en dehors de l'enceinte, hein, ceux dont on se méfiait parce qu'ils faisaient du bruit, ils étaient nombreux, ils sentaient mauvais, les tanneurs, les chaudronniers, etc. Hein, et il y a tout un conflit jusqu'à la fin de l'Ancien Régime entre la chapelle et Sainte-Gudule. Et puis, il y a, outre Saint-Nicolas, qui, elle, est l'église des marchands qui ont pignon sur rue, puisque eux sont près de la Grand Place. Donc, vous voyez, cette société est très complexe, mais les ségrégations spatiales commencent à y apparaître. Elles sont moins marquées qu'elles le deviendront au XIXe siècle avec l'industrialisation, mais elles sont quand même présentes. Les pauvres sont dans le bas, les riches sont dans le haut de la ville. Et parmi les plus riches des marchands, des patriciens, ils vont évidemment avoir tendance à vouloir faire comme la noblesse, et donc à monter sur le versant et aller construire leur stène le plus près possible de la résidence ducale. Donc, au Moyen-Âge, la ségrégation spatiale haut de la ville, bas de la ville, vient se surajouter à l'opposition topographique qui finalement l'avait fait naître. Et vous voyez ça au XIXe siècle, avec un renforcement d'ailleurs au XIXe siècle, puisque les quartiers ouvriers se développent évidemment dans l'axe de la vallée de la Seine, le long des principales voies de chemin de fer, et donc accentuent encore physiquement l'opposition entre le bas de la ville et le haut de la ville. Hein, vous avez en 1873 ici la localisation des francs-maçons à Bruxelles. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup dans le bas de la ville, ils sont tous sur le versant, et ils commencent à apparaître en périphérie, principalement du côté de Saint-Josse-Carbeek et du côté d'Ixelles, début de l'avenue Louise. Il n'y en a pas beaucoup, pratiquement pas dans le quartier Léopold, parce que le quartier Léopold, ça, c'est le quartier de l'aristocratie catholique. Donc, quand les premiers faubourgs aisés sortent de la ville après l'indépendance, ils sortent évidemment tout naturellement du côté où étaient les quartiers aisés
dans la ville au départ, donc vers l'est. Et puis, il y a des éléments qui vont confirmer, renforcer cet aspect-là des choses. Hein, la création de l'avenue Louise, l'aménagement du bois de la Cambre, la direction de la forêt de Soignes, et puis par la suite, l'aménagement de l'avenue de Tervuren au-delà de la rue de la Loi. Hein. Ici, vous avez la noblesse. Alors, vous avez la noblesse à la fin de l'Ancien Régime. Vous voyez qu'elle est dans le haut de la ville, hein, près du Coudenberg, près de Sainte-Gudule, il n'y en a pas dans le bas de la ville. Et quand elle sort, 1903, elle sort vers l'est, et essentiellement, elle, à la différence de la bourgeoisie de 1873, qui était plutôt à Scarbeck, Saint-Josse et à Ixelles, elle sort sur le quartier Léopold essentiellement. Hein, et évidemment, elle va par la suite pousser vers l'extérieur sur l'axe de l'avenue de Tervuren. Il y en a aussi sur l'axe de l'avenue Louise, mais les plus nombreux, c'est sur l'axe de l'avenue de Tervuren. Si vous regardez les cartes politiques à Bruxelles jusqu'en 65, parce qu'en 65, le FDF vient troubler le jeu, mais vous aviez à l'est des communes catholiques, et vous aviez au nord-est et au sud-est des communes libérales. Hein, ça reproduit exactement la carte que je vous ai montrée ici. Bon, donc une ségrégation spatiale qui s'inscrit dans les temps très longs de l'histoire bruxelloise et qui aujourd'hui, évidemment, est caractérisée, enfin, est marquée par la géographie du chômage. Alors, géographie du chômage, vous la voyez, hein, la première couronne occidentale, avec des taux de chômage qui sont de l'ordre de 3-4 fois supérieurs aux taux de chômage que vous pouvez trouver à l'ouest, à l'est, au sud-est de Bruxelles. Alors, ce chômage bruxellois, pour les raisons qu'on a vues tantôt, la nature de l'économie bruxelloise, cette croissance bruxelloise qui se fait sur des emplois très qualifiés, peu créatrices d'emplois, eh bien, ce chômage bruxellois est devenu tout à fait différent du chômage wallon et flamand. Depuis le milieu des années 90 environ, vous voyez que jusque-là, les courbes du chômage bruxellois, du chômage belge, du chômage wallon, du chômage flamand, évoluaient plus ou moins ensemble. Donc, quand la conjoncture s'améliorait, le chômage baissait, et quand la conjoncture se détériorait, le chômage augmentait. Ça a l'air logique. Eh bien, c'est logique, mais sauf que c'est plus comme ça aujourd'hui à Bruxelles. Vous voyez que ça reste comme ça dans le reste du pays, toujours aujourd'hui en Flandre, en Wallonie, quand la conjoncture va mieux, le chômage baisse, et quand la conjoncture va moins bien, le chômage augmente. Mais à Bruxelles, plus. Il y a une tendance légèrement croissante du chômage sur les 20 dernières années, mais surtout, il n'y a plus de rapport entre l'évolution du chômage à Bruxelles et l'évolution de la conjoncture. Bon, tout simplement parce que c'est un chômage structurel lié à un type de population et à un type de niveau de formation de cette population qui ne répond pas aux attentes, aux besoins du marché du travail bruxellois, qui lui va aller, qui crée peu d'emplois et qui, quand il en crée, va très largement aller s'alimenter ailleurs en Belgique, en périphérie ou dans d'autres grandes villes belges. Alors, ce chômage, cette géographie du chômage, elle est évidemment en liaison avec, puisque on est dans une ville qui est une ville qui demande une main-d'œuvre très qualifiée, elle est en liaison évidemment avec le niveau d'instruction des populations. Alors vous avez ici une typologie des niveaux d'instruction de la population bruxelloise. Hein, donc on a regroupé, si vous voulez, les secteurs statistiques qui ont des structures d'éducation plus ou moins similaires. Alors vous voyez dans les types bleus, type bleu c'est le type 7, le type 8 qui sont ici, vous avez de l'ordre de 50 à 60% des habitants qui ont une formation supérieure.
et vous arrivez à 5 à 10 à moins de 10% des gens qui n'ont qu'un diplôme du primaire. En revanche, quand vous êtes dans le rouge et dans l'orange, ici, rouge et l'orange, ce sont les types 1, 2, 3, vous voyez que vous avez entre 15 voire 30% des gens qui n'ont qu'un diplôme du primaire, et les diplômes du supérieur sont de 15 à 18% de la population totale. Donc, une opposition de qualification Est-Ouest qui est tout à fait spectaculaire, et qui évidemment est d'autant plus dramatique que ce marché du travail bruxellois est ce que je vous ai expliqué. Mais c'est pire que ça. C'est pire que ça parce qu'en plus, à niveau de diplôme identique, si vous habitez à l'ouest ou à l'est de Bruxelles, vous trouverez plus ou moins facilement du travail. Alors, voilà un indice de valorisation du diplôme. Donc, si vous voulez, on a standardisé les taux de chômage en fonction des niveaux de diplôme moyens bruxellois. Donc, on sait qu'on a, dans la population bruxelloise, les gens qui ont tel niveau de diplôme sont en moyenne à tel taux de chômage. Ceux qui ont un autre niveau de diplôme sont en moyenne à tel taux de chômage. Donc, en fonction de la structure des diplômes dans un secteur statistique, on se dit, ben, si les gens de ce secteur statistique se comportaient comme se comportent les gens qui ont le même niveau de diplôme à Bruxelles, on devrait avoir autant de chômeurs. Et on regarde combien on a de chômeurs réellement. Bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans les quartiers en rouge et en orange, on a de 20 à plus de 50% de chômeurs de plus que ce qu'on pourrait imaginer étant donné le niveau de diplôme des habitants. Donc, ils ont déjà des diplômes qui sont en moyenne faibles, mais en plus, ils sont plus chômeurs que ce que leur niveau de diplôme suggérerait. Et en revanche, dans les quartiers qui sont en vert, on est à moins de 50% parfois du nombre de chômeurs que ce que l'on aurait pu imaginer vu leur niveau de diplôme. Donc, ils ont déjà des niveaux de diplôme qui sont en général élevés, mais en plus, ils sont beaucoup moins au chômage que ce qu'on pourrait imaginer au vu de ces niveaux de diplôme. Alors, ne me demandez pas que je vous dise pourquoi. On peut faire une série d'hypothèses, mais qui sont sans doute toutes un peu vraies, mais alors, ou bien c'est de la véritable discrimination, vous venez de Molenbeek, donc on ne vous engage pas, ou des discriminations du style, vous vous appelez Mohamed, donc on ne vous engage pas, ou bien c'est plus subtil que ça, parce que la manière d'obtenir un travail dépend aussi des réseaux sociaux qu'on a, et si on est dans les bons réseaux sociaux, on trouvera plus facilement un travail que si on est dans les mauvais réseaux sociaux, hein. Ou bien on a le même diplôme que celui à Molenbeek que celui de Woluwe, mais celui de Woluwe vient avec un blazer bleu et l'autre vient en savate, et donc il ne se présente pas de la même manière. Ou bien il pourrait aussi y avoir un effet un peu plus subtil du type de diplôme dans la catégorie. Parce que ici, on travaille par exemple sur le diplôme du supérieur universitaire. Mais on peut être journaliste et on peut être ingénieur civil. Donc, ce n'est pas sûr que le mix des diplômes à chaque niveau soit le même. Ou bien, même dans le secondaire, on peut venir d'une bonne école et d'une pas bonne école et éventuellement avoir plus facile d'accès. Donc, tout ça peut jouer. On ne peut pas dire à ce stade-ci quelle est la part de la discrimination pure et dure et de choses plus molles, plus subtiles. N'empêche qu'on en arrive à ce que un jeune boisfortois avec un diplôme de secondaire inférieur a moins de chances de chômer qu'un jeune du bas de Molenbeek avec un diplôme universitaire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que la formation, il y a toute une série d'autres choses qui jouent. Bon, alors, ce problème de l'emploi à Bruxelles, il augmente encore d'ampleur depuis 15-20 ans,
dans la mesure où il s'inscrit dans une croissance très vigoureuse de la population bruxelloise, et une croissance très vigoureuse qui est justement très largement le fait de populations qui sont des populations issues de l'immigration. On va voir ça un petit peu plus en détail. Vous avez la courbe ici qui est la courbe de la population bruxelloise. Alors vous voyez que depuis la fin des années 60, où on était passé en 67 par un maximum de 1 75 000 habitants à Bruxelles, la baisse a été continue. Et c'était essentiellement une baisse qui était liée à la suburbanisation, départ des classes moyennes. Et on passe par un minimum de population vers 1995. On est à ce moment-là à 948 000 habitants. Depuis lors, ça monte jusqu'à un maximum historique, puisqu'on est aujourd'hui vers 1 160 000, mais sans doute on pourrait y en ajouter 50 000 autres qui ne sont pas comptabilisés pour toutes sortes de raisons. Donc, une croissance extrêmement forte. Alors, cette croissance extrêmement forte, si on la décompose, elle est liée à quoi? Elle est liée avant tout aux réglettes gris clair qui sont ici. Les réglettes gris clair, c'est le solde des migrations internationales. Donc, les gens qui viennent de l'étranger, moins les gens qui partent vers l'étranger. Un solde positif qui est un solde positif aux alentours de 20 000 personnes actuellement par an. Bon, il y a un petit ralentissement en 2014, mais peut-être momentané, surtout quand on voit les événements actuels. Alors, ce solde migratoire international est en partie, évidemment, un solde, je dirais, d'immigrants riches, enfin, ceux qui viennent des pays européens en liaison avec la présence européenne à Bruxelles, mais il est pour, sans doute à peu près les 2/3, un solde lié à une immigration pauvre, qui n'est plus du tout comme il y a 25 ans, une immigration essentiellement marocaine et turque. Ça, vous pouvez oublier. C'est une immigration qui vient en large portion d'Europe centrale et d'Europe orientale, et du reste du monde entier. L'immigration marocaine et turque, elle est finalement aujourd'hui relativement faible. Alors, ça c'est une composante de la croissance de la population. Mais il y a une deuxième composante qui sont les petites réglettes noires, qui est l'augmentation du solde naturel, donc les naissances moins les décès. Et cette augmentation du solde naturel, elle est un peu le reflet de la précédente. Parce qu'évidemment, cette population qui immigre est une population en moyenne jeune, et donc c'est une population qui, à la fois, est un peu plus féconde, sans doute, que la population belge d'origine, pas beaucoup plus féconde, mais un peu plus féconde, et qui en plus est plus jeune. Donc si vous cumulez le fait qu'il y a plus de jeunes et que ces jeunes sont un peu plus féconds, ça fait évidemment un solde naturel qui a tendance à s'accentuer. Donc ça, c'est ce qui amène la croissance de la population bruxelloise. En revanche, vous voyez que les réglettes gris foncé qui sont ici en dessous, c'est le solde des départs intérieurs, enfin des migrations intérieures, donc des départs vers la périphérie. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de ralentissement de la suburbanisation. On est toujours dans un bilan négatif annuel de l'ordre de 10 à 15 000 personnes qui quittent Bruxelles pour une périphérie, d'ailleurs souvent de plus en plus lointaine. Et donc, évidemment, dire que si je me reporte par exemple au début des années 90, quand la préoccupation de la baisse de la population et de la base fiscale bruxelloise avait amené à préparer le premier plan régional de développement, qu'est-ce qu'on disait? Il faut garder à Bruxelles, il faut augmenter la population bruxelloise et il faut garder des classes moyennes. Mais je dirais que la première partie des objectifs du PRD a été bien mieux réalisée que ce qu'on imaginait. La population bruxelloise a augmenté d'une manière qui était totalement inenvisagée
dans les années, début des années 90. Si on parvenait à arrêter la baisse, on était déjà content à ce moment-là. Mais par contre, le fait que cette augmentation ou cette stabilisation allait se faire en arrêtant le départ des classes moyennes, ça, c'est pas du tout gagné. Et ça se marque évidemment dans les politiques urbaines actuelles, qui sont des politiques qui vont avoir tendance toujours à essayer de fixer les classes moyennes, par exemple à travers le développement du logement conventionné et des choses comme ça, aux dépens du logement social, et donc en réalité des politiques qui vont avoir tendance à augmenter la fracture sociale dans la ville encore plutôt qu'à la diminuer. Mais évidemment, les autorités politiques, elles pensent avant tout à leur base fiscale. Alors le résultat, je vous disais, c'est une démographie bruxelloise très particulière. Alors j'ai ici les différentes classes d'âge depuis 0 jusqu'à plus de 95 ans. Et pour 4 années, donc 2011 en bleu, 2007 en rouge, 2000 en jaune et 1990 en vert, j'ai les écarts en pourcentage entre cette classe d'âge à Bruxelles par rapport par rapport à la Belgique dans son ensemble. Donc ça veut dire que ici, par exemple, si j'ai 1,5, ça veut dire que les 0,4 ans sont 1,5% plus nombreux dans la population bruxelloise qu'ils ne le sont dans la population nationale. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Donc, 0, si la ligne, si mes 4 lignes de couleur suivaient la ligne 0, ça voudrait dire que la population bruxelloise a exactement la même structure par âge que la population belge. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a un énorme pic au niveau des adultes de 20 à 35 ans, 39 ans. Donc, les jeunes adultes. Jeunes adultes qui peuvent être issus de l'immigration, qui peuvent aussi être, je dirais, des gentrifieurs, des gens avec un bagage culturel relativement élevé, qui apprécient la vie urbaine et qui restent en ville sans partir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas partir quand ils auront 39 ans, parce qu'on sait bien que les familles classiques se constituent plus tard qu'il y a 15 ans ou qu'il y a 20 ans, et que donc, au lieu de partir et de se faire construire une maison en périphérie à 30 ans, ils le feront peut-être à 40. Or, c'est à 40 qu'ils ont les revenus les plus élevés. Donc, ces gentrifieurs, même ceux qui ont un niveau de diplôme élevé, ne contribuent peut-être pas nécessairement tant que ça à renforcer cette fameuse base fiscale qui fait défaut à Bruxelles, parce qu'ils sont en début de carrière professionnelle. Ou bien ce sont des jeunes peu formés issus de l'immigration, ou bien ce sont des jeunes gentrifieurs, mais en début de carrière professionnelle. Ou, voire, des isolés qui travaillent dans des institutions internationales et qui donc ne payent pas d'impôts non plus. Et donc, le pic là est un pic qui s'accroît, mais qui n'est pas nécessairement significatif d'un renforcement de la base fiscale bruxelloise. Parce que, en effet, vous voyez qu'aux âges plus élevés, il y a un déficit par rapport à la structure moyenne belge, et ce déficit a plutôt tendance à s'accentuer. Vous voyez qu'en 2011, le déficit par rapport à la moyenne belge entre 40 ans et la fin de la vie est plus marqué qu'il ne l'était en 2007, plus marqué qu'il ne l'était en 2000, et en 1990, il y avait même plutôt encore un léger boni dans ces populations d'âge adulte élevé ou vieilles. Alors, ce pic-là, il implique évidemment ce pic-ci, c'est-à-dire une surreprésentation des jeunes de 0 à 10 ans. Parce qu'évidemment, c'est ceux-là qui ont ces enfants-là. Surtout, évidemment, si ce pic est lié à des jeunes d'origine immigrée. Et vous voyez qu'on nous parle beaucoup à Bruxelles des difficultés d'accès dans l'enseignement secondaire.
qui sont en partie des difficultés d'accès dans les écoles où les gens veulent aller, plus que simplement un manque de place. Mais enfin, bon, quand même, hein, un manque de place. Mais en réalité, le gros manque de place, c'est pour dans 5 ans, hein. C'est pas maintenant, parce que regardez, là, on est à 5, 9 ans, 10, 14 ans, donc ceux-là, ils sont encore à l'école primaire. Mais évidemment, ça va se décaler dans le temps, et ceux qui sont à l'école primaire maintenant, dans 5 ans, ils arriveront à l'Athénée, ou dans l'enseignement secondaire. Hein. Et donc, il faut encore attendre 2-3 ans avant d'avoir une accentuation encore plus marquée des difficultés d'entrer dans le secondaire. Hein? D'autant plus que ça, c'est la structure relative, mais pendant ce temps-là, le volume total augmente. Hein? Donc le volume total augmente, et dans ce volume total qui augmente, la part de ceux qui arrivent à l'âge d'aller dans le secondaire va augmenter encore. Bon. Alors, je vous disais, la fécondité bruxelloise, on l'a vu, est un peu plus haute qu'ailleurs. Hein. Vous voyez qu'on est à 2,05 enfants par femme à Bruxelles pour une moyenne belge de 1,87. 1,85 en Flandre et en Wallonie. Ce n'est pas dramatiquement au-dessus. Hein. On est en dessous des fécondités françaises moyennes. Mais évidemment, ça se traduit très fort en taux de natalité, donc en nombre de naissances pour 1000 habitants, parce que la part des jeunes adultes dans la population totale, dans 1000 habitants, est élevée à Bruxelles. Et vous voyez que là, hein, à Bruxelles, on est actuellement pratiquement à 17 pour 1000 de taux de natalité, alors qu'on est à même pas 12 pour 1000 au niveau national. Dans ce panorama, un dernier petit mot, celui à propos des étrangers. Alors, Bruxelles est une ville très cosmopolite. Sans doute une des plus cosmopolites d'Europe. Encore qu'il faut toujours faire attention, parce qu'il faut comparer des choses comparables. Vous ne pouvez pas comparer Bruxelles, région de Bruxelles-Capitale, 19 communes, à d'autres villes. Il faut comparer des régions métropolitaines. Il ne faut pas oublier qu'à Bruxelles, les riches sont en périphérie. Et donc, il faut prendre la périphérie aussi. Si, par exemple, si on prend les taux de chômage, ils sont, on l'a vu, très élevés à Bruxelles, mais si on ajoute la périphérie à Bruxelles-Capitale, les taux de chômage bruxellois, dans le bassin d'emploi bruxellois, ne sont pas exceptionnellement élevés. C'est le centre. Et il se fait qu'on a concentré dans le centre toute une série de problèmes qui, dans d'autres villes, en France, par exemple, à Paris, peuvent être dans des banlieues en périphérie plus ou moins lointaines. Hein. On n'a pas de sarcelles autour de Bruxelles. Je vais dire, on a sarcelles au centre, non, parce qu'on l'a dans des quartiers anciens et pas dans des grands ensembles d'immeubles, ce qui fait quand même de fortes différences au point de vue des facilités d'intégration. Bon, mais donc, pourcentage d'étrangers, 32% d'étrangers à peu près à Bruxelles. Alors ça a réaugmenté un petit peu, c'était retombé à 28. Pourquoi? Parce qu'on a de nouvelles vagues d'étrangers qui donc n'ont pas encore eu le temps d'acquérir la nationalité belge, ou ne voudront pas l'acquérir. Parce que les Polonais, les Roumains, les Bulgares ne vont pas avoir le même intérêt à acquérir la nationalité belge que les Marocains et les Turcs ne l'ont eu. Dans ces 30%, 32% d'étrangers, vous avez à peu près un petit 2/3 qui sont des étrangers issus de pays pauvres et un gros tiers qui sont des étrangers issus de pays riches. Donc, qui gravitent autour de la présence européenne d'une manière directe ou indirecte. Mais en réalité, ce chiffre ne veut plus rien dire. Si on prend les gens qui sont soit étrangers par leur carte d'identité, soit qui sont nés à l'étranger, soit dont un des parents est né à l'étranger, on arrive à presque 3/4 de la population bruxelloise. Si on prend par exemple les gens d'origine marocaine, ils sont à plus de 80% belges aujourd'hui. Les gens d'origine turque, c'est à peu près la même chose. Les gens d'origine congolaise, on doit être
à 70%. Les Français, on est à 25%, parce qu'il n'y a pas le même intérêt, évidemment, à devenir belge. Hein. Les Américains, on est à 12-13%. Ou les Anglais, on est à 12-13%. Les Américains, on est à 8-9%. Et les Japonais, on est à 3-4%. Hein. Donc, selon l'endroit d'où on vient, on devient belge ou on ne devient pas belge. Et on reste ou on ne reste pas, d'ailleurs. Voilà. Je vais arriver progressivement à la fin, mais pour vous montrer combien ces problèmes démographiques bruxellois sont à nouveau présents dans la structure territoriale de Bruxelles. Alors, on a rassemblé dans des couleurs, là, les quartiers qui ont les mêmes types de structures parages relatives. Donc, plus de gens jeunes, moins de gens âgés, etc. Alors, vous voyez en rouge, de nouveau, la couronne pauvre occidentale. Vous avez des quartiers où on est surreprésenté par rapport à la moyenne bruxelloise à tous les âges jusqu'à 30 ans, 30-35 ans. Et puis, il y a une sous-représentation des vieux, des adultes et des vieux. Donc, c'est des quartiers jeunes. De l'autre côté, le Pentagone et la première couronne orientale, vous avez du bleu ou du bleu foncé. Là, vous avez une sous-représentation d'enfants et de jeunes adultes, mais une surreprésentation à partir de 18 ans jusqu'à 45 ans, disons. Ça, ce sont ces quartiers de gentrification, avec un très grand nombre de ménages d'une personne. C'est les quartiers, parfois, habités par des fonctionnaires européens, hein, ou par des jeunes qui sont en début de carrière professionnelle et dont on ne sait pas ce qu'ils vont faire après. Est-ce qu'à 40 ans, 45 ans, ils vont se marier et partir en périphérie, ou fonder une famille que leurs parents avaient fondée à 30 ans et qu'eux feront à 40? Ça, on ne sait pas, évidemment. Mais enfin, là, pour le moment, ils sont là. Et puis, vous avez, en périphérie de deuxième couronne, vous avez le vert. Alors, le vert, ce sont les quartiers où il y a une surreprésentation de gens à partir de 35 ans, 35-40 ans. C'est le modèle papa, maman et les deux enfants. Et vous voyez que ce n'est qu'en seconde couronne qu'on les trouve, et d'ailleurs souvent dans les quartiers aisés, parce qu'il faut être aisé pour pouvoir fonder une famille dans une maison ou un appartement avec papa, maman et deux enfants à Bruxelles. Si j'avais étendu ma carte à la périphérie bruxelloise, vous auriez eu du vert partout à peu près. Les papas, maman et deux enfants, ils sont en dehors de Bruxelles. Voilà, un tout dernier mot, c'est le dernier slide, pour ce qui se passe dans les rapports nouveaux depuis quelques années, 5-6 ans, entre Bruxelles et la périphérie. Bon, vous voyez que Bruxelles, qui perdait des habitants, on part de 1970 ici jusqu'à 2015, c'est un graphique logarithmique, donc les pentes des droites vous donnent des taux de croissance, plus la pente est pentue, plus le taux de croissance est fort. Vous voyez que dans un premier temps, Bruxelles perd des habitants jusqu'à vers 1995, et puis en gagne. Et aujourd'hui, vous voyez que le taux de croissance de Bruxelles est devenu sensiblement supérieur au taux de croissance de la périphérie. Alors qu'évidemment, on était dans les années 60, 70, 80, dans une situation où Bruxelles perdait, la périphérie gagnait rapidement. Mais ce qui est nouveau, c'est que cette croissance de la périphérie ne se fait plus aux mêmes endroits qu'il y a 10-15 ans. Regardez ici, j'ai le sud-est de Bruxelles, la zone de Wavre au sens large et la zone de Waterloo au sens large, c'est le bleu clair. Forte croissance jusque dans les années 80, et puis ralentissement progressif, et aujourd'hui, on est presque dans une stagnation de population. Cette périphérie aisée, qui est un peu l'archétype du suburbain du Brabant wallon, elle n'est plus en très forte croissance.
En revanche, regardez, depuis une quinzaine d'années, 10-15 ans, vous avez une accélération très rapide de la croissance dans le nord de Bruxelles, Vilvoorde, Machelen et tout ça, hein, ou dans le sud, Halle, Le Saint-Pierre, l'axe de la vallée de la Seine. Et ça correspond à ce que je vous disais tantôt. Une partie des gens qui quittent Bruxelles maintenant ne sont plus des gens de classe moyenne, moyennement aisée. Ce sont des populations d'origine immigrée qui sont en émergence sociale, qui veulent quitter les quartiers immigrés historiques du bas de Molenbeek ou du bas d'Anderlecht, mais qui ne peuvent le faire que soit à l'ouest de Bruxelles parce que c'est moins cher, soit éventuellement dans l'axe de la vallée de la Seine, à Vilvoorde ou à Halle ou à Le Saint-Pierre. C'est quand même une ascension sociale, hein, parce que même si c'est moins cher qu'à Waterloo, c'est plus cher que dans le centre de Bruxelles. Donc c'est une ascension sociale, mais une ascension sociale intermédiaire, si vous voulez. Et donc, on va peut-être dans l'avenir vers une situation où Bruxelles va fixer dans sa partie orientale des populations de haut niveau culturel aisées, mais en début de carrière professionnelle, qui vont avoir tendance à mordre sur les quartiers les plus pauvres, à récupérer les quartiers les plus pauvres, et il suffit d'aller voir ce qui se passe le long du canal, hein, pour voir ces mutations à l'œuvre, que la frange la plus aisée des immigrés va quitter vers la seconde couronne occidentale ou vers l'extérieur de Bruxelles, mais plutôt dans l'axe de la vallée de la Seine, et qu'il y aurait plutôt une stabilisation de la croissance dans l'archétype de la périphérie bruxelloise, c'est-à-dire les quartiers de lotissement aisé du Brabant wallon proche, que ce soit autour de Waterloo ou autour de Wavre, qui eux vont être peut-être aussi un peu bloqués dans leur croissance, à la fois par les prix et par les difficultés d'accès à Bruxelles. Voilà, j'ai essayé de passer un petit peu en revue différents aspects, mais toujours en insistant sur cette articulation entre la situation économique de Bruxelles et ses conséquences sociales et démographiques. Je vous remercie.